Bonjour à tous. Je suis une voix synthétisée qui vous guidera tout au long de ce cours de programmation en Java. Le contenu de ce cours a été préparé par Karim Nouyoua, enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille. Dans le cours précédent, nous avons appris à définir les propriétés des objets d'une classe, ainsi qu'à construire et manipuler ces objets. Nous avons notamment vu comment modifier les propriétés d'un objet à partir de sa référence. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ajouter des méthodes aux objets d'une classe. Grâce à cet ajout, nous pourrons demander des services à un objet, tout en évitant la duplication de code. Pour illustrer ces notions, nous allons considérer la classe date. Une date sera constituée des propriétés day, months et year, chacune étant de type int. Dans l'exemple de code, vous pouvez voir comment afficher dans la console deux dates de référence date 1 et date 2. Le problème avec ce code réside dans la répétition. Nous utilisons deux fois les mêmes instructions pour afficher les dates, en ne changeant que la référence. Cela est contraire à l'un des principes fondamentaux en programmation, qui consiste à ne pas se répéter. En effet, si on se répète, on augmente inutilement la quantité de code. On rend également plus complexes les modifications futures du code redondant, notamment en cas d'erreur. Pour résoudre ce problème, nous allons introduire la notion de méthode, qui permet de regrouper du code réutilisable. Remarquez que vous avez déjà utilisé des méthodes. Par exemple, lors de la manipulation d'un scanner référencé par InputScanner. Vous demandez au scanner de lire un entier dans la console grâce à l'instruction input_scanner.nextInt. NextInt est en fait une méthode de la classe scanner. Elle contient le code permettant de lire un entier dans la console et de retourner sa valeur. Afin d'éviter la duplication du code d'affichage d'une date, nous allons ajouter une méthode print à la classe. Dans le code présenté, vous pouvez voir un exemple de l'utilisation souhaitée. Aux lignes 1 et 2, nous avons l'initialisation des deux dates. Aux lignes 4 et 5, nous avons l'affichage des deux dates sans utilisation de méthode. Aux lignes 7 et 8, nous avons l'affichage des deux dates en utilisant une méthode print, dont nous donnerons le code plus tard. Vous pouvez voir qu'au lieu d'accéder directement aux propriétés, on demande à date 1 de s'afficher à travers l'instruction date1.print et à date 2 de s'afficher grâce à l'instruction date2.print. Dans l'affichage obtenu après l'exécution du programme, vous pouvez constater que le résultat attendu est identique, que la méthode soit utilisée ou non. Afin de vous montrer qu'une méthode peut retourner une valeur, nous allons ajouter une méthode isLeapYear à la classe date. Cette méthode permet de demander à une date si son année est bissextile. Dans le code présenté, vous pouvez voir un exemple de l'utilisation souhaitée. Des lignes 1 à 5, nous avons une instruction conditionnelle qui teste si une date 1 a une année bissextile, et nous affichons oui si c'est le cas et non sinon. Des lignes 7 à 10, nous réalisons la même chose, mais cette fois pour une date 2. Vous pouvez remarquer la répétition de l'expression booléenne permettant de déterminer si une année est bissextile pour date 1 et date 2. Des lignes 12 à 21, nous réalisons le même traitement, mais cette fois en invoquant la méthode isLeapYear sur date 1, puis sur date 2. Au lieu de vérifier directement les propriétés de date 1 et date 2 pour déterminer si elles sont bissextiles, on demande simplement à date 1 ou date 2 via la méthode isLeapYear. Notez que la méthode remplace l'expression booléenne dans l'instruction conditionnelle. Lorsqu'elle est invoquée, la méthode retournera donc une valeur booléenne. À présent, afin de vous montrer qu'une méthode peut prendre une valeur en argument, nous allons ajouter une méthode isEquals à la classe date. Cette méthode permet de demander à une date si elle est égale à une autre. Dans le code présenté, vous pouvez voir un exemple de l'utilisation souhaitée.
Des lignes 1 à 6, nous avons une instruction conditionnelle qui teste si date 1 est égale à date 2, et affiche un message indiquant si cela est le cas ou non. Des lignes 8 à 12, nous réalisons le même traitement, mais cette fois en invoquant la méthode isEquals sur date 1 et en passant date 2 en argument. Au lieu de vérifier directement les propriétés de date 1 et date 2, pour déterminer si elles sont égales, on demande simplement à date 1 en passant date 2 en argument de la méthode isEquals. Notez que la méthode remplace l'expression booléenne dans l'instruction conditionnelle. Lorsqu'elle est invoquée, la méthode retournera donc une valeur booléenne. Notez que la réponse dépendra de l'objet sur lequel on invoque la méthode, mais également de l'objet que l'on passe en argument. Enfin, dans les 3 exemples que nous venons de voir, remarquons que l'utilisation des méthodes rend le code plus lisible et qu'elles encapsulent les instructions nécessaires pour réaliser le traitement. Maintenant que nous savons quelle méthode nous souhaitons ajouter à la classe date, et quel est le comportement attendu pour chacune d'elles, nous allons voir comment les définir. Comme on peut le voir dans le code présenté, les définitions des méthodes doivent être placées dans la définition de la classe, juste en dessous de la définition des propriétés. Dans cet exemple, remarquons que les méthodes sont définies, mais leur corps n'est pas encore précisé. Pour le moment, concentrons-nous sur la structure générale d'une méthode, nous expliquerons leur contenu plus tard. Intéressons-nous d'abord à la position de nos méthodes dans la classe. Comme on peut le voir, la définition des méthodes se trouve à l'intérieur du corps de la classe. C'est-à-dire entre l'accolade ouvrante de la ligne 1 et l'accolade fermante de la ligne 7. C'est ici qu'il faudra positionner toutes vos méthodes. La définition de chaque méthode commence par son type de retour. Celui-ci indique le type de la valeur que la méthode renvoie. Par exemple, lorsqu'on demande à une date si son année est bissextile, on attend une réponse de type true ou false. Le type de retour de isLeapYear est donc boolean. Vous pouvez remarquer que c'est également le type de retour de la méthode isEquals, car on attend également une réponse de type true ou false. Concernant la méthode print, invoquée lorsqu'on demande à une date de s'afficher, on n'attend pas de valeur de retour. En effet, on veut que la date s'affiche, mais on n'attend pas de réponse. Dans ce cas, on utilise le mot-clé void pour indiquer cela. Le type de retour de la méthode est suivi du nom de celle-ci. Dans notre cas, il s'agit de print, isLeapYear et isEquals. Ce nom doit être choisi de manière descriptive afin de refléter le comportement de la méthode. Par exemple, isLeapYear indique que la méthode vérifie si l'année est bissextile et que l'on attend une réponse. Le choix du nom n'est pas une tâche facile. Il vous faudra du temps et de l'expérience pour apprendre à adopter un nommage cohérent. Après le nom de la méthode, on indique, entre parenthèses, les paramètres de la méthode. Ces paramètres permettent de transmettre, si nécessaire, des informations supplémentaires à la méthode pour qu'elle puisse s'exécuter. Par exemple, la méthode isEquals prend en paramètre la référence d'une autre date. Cela lui permet de comparer la date courante à celle passée en paramètre. Nous pouvons remarquer que les 2 autres méthodes n'ont pas de paramètres. Il faut dans ce cas ne rien mettre entre parenthèses. Les paramètres sont suivis du corps de la méthode. Celui-ci débute par une accolade ouvrante et se termine par une accolade fermante. Le corps de la méthode contient les instructions qui permettent d'obtenir le comportement attendu, ainsi que la valeur de retour si nécessaire. Par exemple, dans la méthode print, on doit avoir les instructions permettant d'afficher la date courante au format attendu. La méthode isEquals, quant à elle, doit contenir les instructions permettant de déterminer si la date courante est égale à la date passée en paramètre et retourner ce résultat. Notez que l'on appelle date courante la date sur laquelle on invoque la méthode. Celle-ci est différente de la date passée en argument. Nous allons maintenant nous intéresser au corps des différentes méthodes, en commençant par celui de la méthode print. Dans ce transparent, nous donnons d'abord la définition de la méthode print, puis un exemple d'utilisation.
Aux lignes 1 et 2 de l'exemple d'utilisation, nous initialisons les propriétés des deux dates. À la ligne 3, nous invoquons la méthode print sur la date de référence date 1. Et à la ligne 4, nous invoquons la méthode print sur la date de référence date 2. Lorsque la méthode print est appelée, le corps de la méthode est exécuté. Dans ce corps de méthode, on observe l'utilisation du mot-clé 10. Ce mot-clé représente la référence de l'objet sur lequel la méthode est invoquée. Lorsque la méthode print est invoquée sur date 1, le corps de la méthode sera exécuté avec 10 ayant pour valeur la référence date 1. De même, lorsque la méthode print est invoquée sur date 2, le corps de la méthode sera exécuté avec 10 ayant pour valeur la référence date 2. À la fin du transparent, nous pouvons constater que ces deux exécutions permettent d'obtenir l'affichage souhaité. Afin d'illustrer clairement l'utilisation de 10, nous avons ajouté la méthode printReference à la classe date. Comme vous pouvez le constater, cette méthode ne retourne rien et affiche simplement la valeur de 10. Il est classique de dire que 10 est la référence de l'objet courant, c'est-à-dire la référence de l'objet sur lequel la méthode est invoquée. La méthode printReference affiche donc la référence de l'objet courant. Dans l'exemple d'utilisation, ligne 1 et 2, on affiche la référence de date 1, puis on invoque la méthode printReference sur date 1. Ensuite, lignes 3 et 4, on effectue la même opération pour date 2. À l'exécution, on observe que 10 correspond bien à date 1 lors de la première exécution, et à date 2 lors de la deuxième exécution. À présent, examinons le code fourni pour la méthode isLeapYear. À la ligne 2, on teste, en utilisant 10, si l'objet courant correspond à une année bissextile. Si l'année est bissextile, on exécute l'instruction return true. Cette instruction indique que la valeur retournée par la méthode est true. Si l'année n'est pas bissextile, ligne 5, on exécute l'instruction return false, qui indique que la valeur retournée par la méthode est false. Dans l'exemple d'utilisation, comme on peut le voir, la date est d'abord initialisée à la ligne 1. Ensuite, à la ligne 2, dans la condition de l'instruction conditionnelle, on invoque la méthode isLeapYear sur date 1. La méthode est donc exécutée avec 10 ayant pour valeur date 1. Et elle retournera donc true car 2000 est bissextile. L'expression date1.isLeapYear vaut donc true dans l'instruction conditionnelle. Le message oui sera donc affiché dans la console, comme nous pouvons le constater dans l'exemple d'exécution. Examinons maintenant le code fourni pour la méthode isEquals. Jusqu'à présent, dans le corps des méthodes, nous avions accès uniquement à la référence de l'objet sur lequel nous avons invoqué la méthode, c'est-à-dire 10. Dans cette méthode, nous avons également accès au paramètre Other, dont la valeur est initialisée lors de l'invocation de la méthode. Dans la condition de la ligne 2, on peut observer la comparaison entre les propriétés de 10 et les propriétés de Other. Notez que les paramètres sont considérés comme des variables locales à la méthode, accessibles uniquement dans le cadre de celle-ci. Dans la condition de l'exemple d'utilisation, à la ligne 1, on invoque la méthode isEquals sur date 1 en passant date 2 en argument. La méthode est donc exécutée avec 10 ayant pour valeur date 1 et Other ayant pour valeur date 2. Elle retournera true ou false en fonction des valeurs des différentes propriétés. L'expression date1.isEquals de date 2 vaut donc true ou false. En fonction de cette valeur, le message identique ou différente sera donc affiché. Nous venons de voir plusieurs définitions de méthodes qui permettent à un objet de rendre des services. Nous allons maintenant nous pencher sur le cas des constructeurs. Un constructeur est une méthode spéciale, utilisée pour initialiser un objet lors de sa création, principalement ses attributs. Un constructeur est une méthode qui possède les caractéristiques suivantes.
Premièrement, un constructeur est une méthode qui porte le même nom que la classe. Deuxièmement, un constructeur est une méthode qui n'a pas de type de retour, pas même void. Enfin, un constructeur est une méthode invoquée automatiquement lors de la création de l'objet. Avant de vous donner le code d'un constructeur qui va améliorer la lisibilité, plaçons-nous du côté de l'utilisateur. Dans le code avant amélioration, nous créons une date et récupérons sa référence dans la variable date1. Après la création, nous affectons chacune des propriétés de la date. Ce code est clair, mais peut être très répétitif si nous avons plusieurs dates à initialiser. Pour éviter cela, nous allons remplacer la construction de l'objet et l'affectation de ces trois propriétés par l'instruction suivante. New, date, entre parenthèses, 25,10,2030. Cette écriture, bien plus élégante, rend le code bien plus lisible et évite les répétitions qui, je vous le rappelle, sont à bannir en programmation. Maintenant que vous savez comment utiliser cette méthode de construction, analysons le code de celle-ci, de la ligne 4 à la ligne 8. Comme nous l'avons dit précédemment, vous pouvez noter que la méthode n'a pas de type de retour. Remarquez également qu'elle porte le même nom que la classe, c'est-à-dire date. En ce qui concerne les paramètres, ils sont au nombre de 3 et sont de type int, day, months et year. Dans l'exemple de construction que l'on peut voir à la fin du transparent, le paramètre day est initialisé à 25, months à 10 et year à 2030. Dans la première instruction de la méthode, ligne 5, on affecte la valeur de day à 10.day. Dans cette affectation, il est très important de distinguer la propriété 10.day de l'objet en construction, et le paramètre day qui vaut 25 lors de l'invocation du constructeur. De la même manière, aux lignes 6 et 7 du constructeur, on initialise la propriété months de l'objet en construction à 10, et la propriété year de l'objet en construction à 2030. Avant de passer au transparent suivant, notez que l'utilisation de l'opérateur new, suivi de date et de 3 entiers entre parenthèses, permet d'invoquer le constructeur de la classe date avec ses 3 entiers en paramètres. Remarquez également que le constructeur retourne toujours la référence de l'objet construit. C'est pour cette raison qu'il n'est pas nécessaire de spécifier un type de retour. Nous allons maintenant représenter la mémoire après la création de deux dates. Lors de la création de date 1, le constructeur est appelé avec les valeurs 10, 2 et 2024, ce qui initialise les attributs de l'objet de référence date 1. Ensuite, lors de la création de date 2, le constructeur est appelé avec les valeurs 25, 12 et 2000, ce qui initialise les attributs de l'objet de référence date 2. Sur le dessin de la mémoire, vous pouvez constater que les variables et les objets dessinés ont bien l'état désiré. Au début de ce cours, avant de vous parler des constructeurs, nous utilisions l'instruction newDate pour construire une date. À la suite de cette construction, les propriétés sont toutes initialisées à 0. Ce comportement est dû au fait que Java fournit un constructeur par défaut, lorsque l'utilisateur ne définit pas de constructeur. En revanche, si vous définissez un constructeur avec des paramètres, le constructeur par défaut ne sera plus disponible, et vous ne pourrez donc plus l'utiliser. Si vous souhaitez malgré tout garder les deux possibilités, il faudra alors également définir un constructeur sans paramètres, comme l'illustre l'exemple aux lignes 4 et 5. Dans ce cours, nous avons commencé par explorer différentes définitions de méthodes. Nous avons étudié les méthodes sans valeur de retour, et celles qui renvoient des valeurs, souvent utilisées pour des calculs ou des vérifications. De plus, nous avons analysé des méthodes sans paramètres et avec paramètres, permettant d'exécuter la méthode à partir de l'objet courant et en utilisant des données supplémentaires. Un autre point important abordé est l'utilisation du mot-clé 10, qui permet de référencer l'objet courant dans le corps d'une méthode. Pour terminer, nous avons découvert les constructeurs, ces méthodes spéciales qui servent à initialiser les objets lors de leur création.
Ces concepts constituent des bases solides pour structurer et enrichir vos programmes en Java. N'hésitez pas à les utiliser.